Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve comme d'habitude pour parler films, pour parler séries, pour parler sorties et bien évidemment pour parler plateformes de streaming. Mais ce n'est pas pour parler plateformes de streaming qu'on se retrouve aujourd'hui. Nous allons parler d'une toute petite sortie cinéma qui fait très peu parler d'elle et pour laquelle vous n'avez absolument aucun indice là tout de suite, maintenant, immédiatement. Je crois que je suis démasquée. Nous allons évidemment parler de Avatar 2. J'ai déjà fait une vidéo sur Avatar 2 puisque je vous ai proposé un petit vlog avec retour à chaud immédiatement en sortant de la salle. Donc en gros, un retour sur le moment dans l'émotionnel. Et là, ce que j'ai envie de vous proposer, c'est un retour beaucoup plus construit, beaucoup plus étayé, beaucoup plus réfléchi et argumenté sur ce que j'ai vraiment pensé d'Avatar 2 après quelques jours de réflexion. Je ne vous en dis pas plus, on se retrouve juste après le générique. Avant que nous commencions et que je retrouve une apparence un peu plus, dirons-nous, normale, ou du moins terrienne, je tiens absolument à remercier Elia Boz, qui est la créatrice de ce filtre Instagram. Vous pouvez le retrouver sur Instagram et faire des stories avec, c'est pas du tout sponsorisé ou je sais pas quoi, c'est juste que je trouvais que le filtre était beaucoup trop stylé, on est d'accord? Donc si jamais vous pouvez aller retrouver le filtre Instagram sur son compte, je vous le tag sur l'écran. Franchement, il est trop cool, c'est une réussite. Tu peux bouger, etc. Alors, à part pour les mains où ça bug un peu, je trouve ça juste excellent et je trouvais que c'était un petit clin d'œil trop sympathique pour commencer la vidéo. Donc voilà, je reprends mon apparence d'humaine normale et on parle du film Avatar 2. Alors, Avatar 2, The Way of Water, c'est-à-dire La Voie de l'eau, vient juste de sortir au cinéma ce 14 décembre 2022. C'était l'un des films les plus attendus de l'année, et c'est même l'un des films les plus attendus de la décennie. Ça fait quand même 13 ans qu'on nous parle d'une suite au premier opus de James Cameron. Le premier film était sorti en 2009, et nous en avons déjà largement parlé sur la chaîne, comme je vous l'ai dit en introduction, donc je vais pas du tout revenir dessus. C'est un film qui était très innovant, qui a aussi été beaucoup critiqué. J'ai fait une vidéo spécifiquement sur le projet, ce qui représente pour James Cameron, la carrière de James Cameron, etc. Donc là pareil, je vais pas reprendre le sujet. Et j'ai également fait une vidéo pour répondre aux critiques du premier opus. Est-ce que c'est vraiment un film si surcoté que ça? Est-ce que le scénario est si simple? Est-ce que c'est aussi basique que du Pocahontas en bleu? Tout ça, j'en ai déjà parlé sur la chaîne, donc je vous renvoie vers mes précédentes vidéos. Là, cette fois-ci, ce qui m'intéresse et ce qui nous intéresse, c'est ce nouvel opus. C'est tout d'abord le premier d'une longue série, puisque Avatar 3 est supposé sortir en 2024, Avatar 4 est supposé sortir en 2026, et on parle selon les rumeurs de 5 films potentiellement réalisables par James Cameron dans ce même univers qu'est Avatar. Pour le moment, on va rester raisonnable, on va rester sur ce second opus et les 3 et 4 qui sont déjà programmés et datés. Attention, toutes ces futures sorties sont conditionnées au succès du 2. James Cameron l'a dit, il l'assume, le film a coûté extrêmement cher et il doit être rentable. Cependant, vu le nombre de salles qui étaient ouvertes dans mon cinéma, et c'est le premier point que je vais aborder ici, beaucoup de gens disaient que ça faisait trop longtemps, que les gens avaient oublié, que ça allait être un flop financier. Alors je sais pas, je n'ai vu que pour la première journée, mais les réservations ont été ouvertes il y a un mois, personnellement j'ai sauté dessus et j'avais même pas une place exactement là où je voulais, alors que d'habitude, en général, le jour des sorties des avant-premières, il y a quelques gens qui réservent, 3-4, mais voilà, là c'était vraiment blindé de chez blindé. Mon cinéma a été obligé d'ouvrir 5 à 6 horaires supplémentaires par jour. Ils ont même proposé des séances de nuit, vendredi soir, séances à minuit alors que le film dure 3 heures. Donc je pense que pour le flop financier, on reviendra. Après, il faut vraiment que le film cartonne et qu'il fasse même mieux que le 1 si James Cameron veut rentrer dans ses frais. James Cameron, c'est pas n'importe qui, c'est évidemment le réalisateur de ce film, c'est également le réalisateur de plein d'autres énormes succès. C'est le réalisateur qui a classé le plus de films dans les numéros 1 mondiaux, que ce soit Avatar 1 et le très fameux Titanic de 1997, mais il a également réalisé des films pour les franchises comme Terminator ou Alien, c'est-à-dire des très grosses franchises extrêmement connues et qui ont rapporté énormément d'argent. Il a aussi réalisé un film qui est assez important pour comprendre le relationnel qu'il a avec les thématiques de l'eau et de la mer, déjà abordées dans Titanic, ainsi que dans le reportage Les Fantômes de Titanic qu'il a sorti quelques années après. Il a aussi fait en 1989 le film Abyss, qui lui aussi se passe sous l'eau. Il a un lien très fort avec le monde aquatique, une fascination complètement assumée, avec le monde aquatique, avec l'exploration sous-marine, etc. Et ce lien-là, s'il ne l'avait pas abordé dans son premier film Avatar 1, c'est 100% le sujet de ce second opus qui s'appelle littéralement La Voie de l'eau, The Way of Water. Donc clairement, la thématique, ça va être de mélanger l'univers que James Cameron a créé dans son premier film avec sa passion dévorante pour les océans. Je termine quand même de vous présenter le film. Il dure 3h12. Oui, c'est un gros bébé, mais vous inquiétez pas, on va aborder le sujet et clairement, c'est pas un si gros problème que ça. De toute façon, le premier était déjà
déjà très long, c'est vraiment dans la veine des productions de James Cameron qui, avant que ce soit la mode, faisait déjà des films qui étaient quand même assez conséquents, pensez à Titanic. Et c'est un film de type aventure, science-fiction, comme le premier, mais là encore, pas de surprise. Au niveau du casting, on retrouve évidemment les mêmes visages que dans le premier opus. Jake Sully est encore une fois incarné par Sam Worthington. Neytiri est incarnée par Zoe Saldana, qui était très peu connue lorsqu'elle a tourné le premier film et qui depuis s'est vraiment fait un nom, notamment dans le Marvel Cinematic Universe, donc c'est vraiment devenue une actrice renommée. À l'inverse de Sam Worthington, qui a pas vraiment fait de rôle important depuis son film Avatar, je crois que c'est vraiment, ça va être sa franchise, ça va être le rôle de sa vie pour lui. Nous avons également Sigourney Weaver, qui revient de façon assez inattendue et plutôt surprenante, mais que j'ai trouvé assez savoureuse. Je vous en dis pas plus, mais vous allez la reconnaître de toute façon parce que c'est Sigourney Weaver, on peut pas l'inventer. Mais je trouve que le tour de passe-passe est très intéressant. Nous avons également le retour de Stephen Lang qui incarnait le colonel à visage griffé dans le premier film, et nous avons également de nouveaux visages. On a ainsi Cliff Curtis, Jamie Flatters ou encore Brittany Dalton qui vont incarner de nouveaux personnages qui s'intègrent à l'histoire d'origine. Comme dans le premier film, la plupart des acteurs que je vous ai cités ici n'apparaissent pas à l'écran sous leur forme humaine, mais sous la forme de Navi créée par informatique. Les acteurs ont bien joué les scènes, ils ont été recouverts de capteurs à n'en plus manquer. On croule sous les images du premier film, on voit les captations sur Zoe Saldana, puis ensuite réutiliser toutes ses émotions faciales et les transformer en celles de Neytiri, son Navi numérique, créé numériquement. Donc la plupart des personnages apparaissent sous forme numérique, mais nous avons encore des apparitions sous forme humaine. Je citerai par exemple Jacques Champion qui incarne un personnage humain dans le film. Alors habituellement pour mes présentations de films, j'en profite pour vous faire également un petit synopsis. Là honnêtement je pense pas que ce soit particulièrement nécessaire. Si vous avez vu le premier film, vous savez qu'on est sur Pandora, une planète en dehors de notre système solaire qui a été colonisée par l'homme, ou du moins que l'homme essaye d'occuper pour récupérer ses ressources, et sur cette planète habite un peuple autochtone qui sont les Navis, ces êtres bleus extrêmement grands par rapport aux humains, très agiles, qui vivent un petit peu en communion avec leur environnement qui est interconnecté, et cette interconnexion ils l'incarnent dans une déesse qu'ils appellent Eywa. Ce peuple Na'vi, pour entrer en contact avec eux, on a créé des hybrides entre l'espèce humaine et l'espèce Na'vi, dont l'esprit peut être occupé par l'esprit d'un humain qui se projette dans le corps de ceux qu'on appelle les avatars. Jake Sully dans le premier film va incarner un avatar, il va se lier au peuple Na'vi qu'à la base il est supposé espionner et trahir, et il va créer des liens forts avec eux, notamment avec Neytiri, la fille du chef, avec qui il va se lier pour toujours, une forme de mariage chez les Na'vi en gros. À la fin du premier film, grâce à Jake, les Na'vi arrivent à vaincre les humains et à les booter hors de leur planète. Cependant, ce n'est que le début d'un conflit interplanétaire, puisqu'il paraissait relativement évident que la Terre n'allait pas se laisser faire, au vu de l'importance des ressources placées sur la planète Pandora, et qu'ils allaient revenir. C'est le sujet de ce second film, où on va retrouver Jake vivant parmi les Na'vi, et le retour de cette menace humaine, qui revient à la fois pour les ressources, et aussi pour en découdre avec ce peuple autochtone qui a su les virer de la planète, qui a su la première fois les mettre en difficulté. Et cette fois-ci, ils vont essayer de frapper beaucoup plus fort. C'est fini pour la méthode pacifique, ils passent aux choses sérieuses et ils ne vont pas hésiter à exploiter le concept des avatars non plus à un but scientifique ou de contact pacifique avec les autochtones, mais dans un but guerrier, c'est-à-dire de pouvoir les battre sur leur terrain avec leurs avantages physiques. Faut savoir que les Na'vi ont beaucoup d'avantages physiques sur les humains, ne serait-ce que respirer l'oxygène de leur planète, alors que les humains ont besoin de masques. Donc en gros, ils vont exploiter la recherche scientifique autour des avatars pour cette fois-ci aller frapper beaucoup plus fort sur le terrain et menacer directement Jake et la famille qu'il a fondée avec Neytiri. Comme le nom du film l'indique, ainsi que les différentes bandes annonces et affiches, nous n'allons plus rester cette fois-ci uniquement dans la forêt, mais nous allons découvrir un peu plus l'univers de Pandora, notamment en nous rapprochant des océans. Comme je vous l'ai dit, l'océan c'est la passion de James Cameron, et dans ce film il a vraiment pour objectif de filmer la mer et de donner corps et vie aux océans de Pandora, et ça fait vraiment partie de l'expérience qu'il nous propose de vivre. Alors commençons dès à présent, et comme toujours sur ce qui était déjà le point fort du premier film, c'est-à-dire la direction artistique. C'est magnifique. Je pense qu'on ne peut pas nier à quel point c'est beau. Il y a tellement de travail, tellement de vie, tellement de recherche, c'est tellement tangible, presque palpable par moments, toute cette faune et cette flore, que ce soit dans la forêt ou dans la mer, c'est magnifique. C'est-à-dire qu'on a une alliance extrêmement fructueuse entre la photographie, c'est-à-dire l'angle, la façon dont c'est filmé, les plans en fait qu'ils nous proposent de vivre, et les effets spéciaux. Si je commence par la photographie, il y a vraiment des plans qui sont magistraux, qui m'ont d'ailleurs rappelé par moments Le Grand Bleu. Je pense que Le Grand Bleu c'est un des grands films français, on connaît tous ce film. Il y a ce côté-là dans ce film-là, parce qu'on met à l'honneur la mer, les océans, etc.
Pareil, j'ai beaucoup pensé à la scène de la baleine dans l'Odyssée de Pi, qui est également assez magistrale, typique de ce film l'Odyssée de Pi, même si on n'est pas du tout sur les mêmes techniques, on retrouve une esthétique en fait. Il y a des photographies qui sont magistrales, les paysages sont mis en valeur, les paysages sont 100% numériques et pourtant ils sont là et ils sont incroyablement mis en valeur par les angles, par les lumières qui sont choisies, par les orientations de plans qui sont choisies. On a une grande diversité de ce qui nous est proposé au niveau de la photographie, on a des moments d'action qui sont super bien filmés et d'une fluidité, mon Dieu. Je pense que c'est quelque chose qu'on obtient plus spécifiquement parce qu'ils utilisent des effets spéciaux, mais on a des moments d'action qui sont magistraux et qui sont filmés, on dirait vraiment qu'on a posé la caméra, alors que tout est fait numériquement derrière, on dirait pourtant qu'ils ont posé leur caméra dans un environnement, parce que la physique est incroyablement bien maîtrisée, c'est vraiment superbe, du début à la fin. Tous les plans sont magnifiques, les paysages, la façon dont ils filment les visages, la façon dont ils filment les émotions, qui elles aussi sont des émotions numériques, des émotions qui sont captées sur les visages réels des acteurs et qui sont ensuite transférées sur leur avatar numérique, on va dire ça comme ça. La photographie en elle-même déjà est magnifique. Et second point, la photographie est nourrie par une maîtrise incroyable des effets spéciaux. Tu vois toutes les avancées qu'on a eues en moins de 30 ans, c'est incroyable. Qu'est-ce que c'est beau, c'est une claque. C'est une claque, c'est surtout les scènes dans l'eau. Alors le début dans la forêt, c'est toujours aussi beau, c'est toujours aussi poétique, mais on sent qu'ils ont pas mal réutilisé le travail qui avait été déjà fait sur le premier film, qu'ils ont essayé un petit peu de le remasteriser, comme leur ressortie du premier film qu'ils nous ont proposé en septembre. Et évidemment, c'est très beau, c'est très appréciable, etc. Il n'y a pas de souci de ce côté-là, mais là où le magistral, et là où la différence avec le premier film se fait le plus sentir, c'est quand on arrive dans l'eau, les mouvements sont tellement vrais. C'est filmer dans l'eau a dû être une épreuve absolument incroyable pour les acteurs, pour les équipes, pour le matériel, les caméras qui sont développées, j'ose même pas imaginer. James Cameron, il passe sa vie à développer des caméras, c'est son truc. Quand il veut filmer un truc et qu'il n'a pas les outils pour le faire, il invente l'outil pour filmer ce qu'il veut. C'est quelqu'un qui va jusqu'au bout visuellement, il a une idée, il réalise son idée. Sur les plateaux, je vous en avais déjà parlé dans ma première vidéo, c'est pas forcément une personne très tendre, mais c'est un réalisateur qui va jusqu'au bout de son art et qui demande à tout le monde, comme à ses machines, comme à ses hommes, comme à ses équipes, comme à ses acteurs, d'aller jusqu'au bout de son art pour réaliser l'image qu'il souhaite réaliser. Là, tu le sens sous l'eau, c'est incroyable. Tu nages avec eux et qu'est-ce que c'est beau. Et les reflets de l'eau, la façon... Enfin, c'est numérique et c'est magnifique. Alors, quand même, petit bémol, il y a des moments qui font numérique. Il y a des moments qui font pas numérique du tout, tu le sais parce que ton cerveau sait que c'est numérique, mais c'est ultra tangible, c'est splendide. Il y a quand même 2-3 moments qui font un petit peu jeu vidéo année 2010, on va dire ça comme ça. Très très beau jeu vidéo, mais un petit peu jeu vidéo. Je pense notamment au passage en début de film dans les capsules spatiales, j'en dirai pas plus, mais voilà, on voit des avatars dans une capsule spatiale. Ces moments-là sont pas fifous, et d'une manière générale, d'ailleurs, les moments les moins tangibles au niveau des effets spéciaux sont associés à ces nouveaux avatars, on va dire, de combat qui arrivent sur la planète. Les rares moments, en fait, où ça ne colle pas et où ton esprit se dit... numérique. T'es dans le truc, t'es à fond, t'y crois à 100%, c'est ultra tangible et de temps en temps ton esprit fait ah, numérique. Ces moments-là sont un peu dommages. Parce que c'est des tout petits quarts de seconde qui ont surtout lieu au début du film, c'est vrai qu'ils sont plutôt en rapport avec tout le passage où on est encore dans la forêt. C'est des petits quarts de seconde qui cassent légèrement la magie et c'est un peu dommage. C'est un peu dommage parce que le reste... Personnellement, j'ai rien à dire, je n'y connais rien, je n'ai aucune idée de comment ils en arrivent à ce résultat, mais continuez les gars, faites, allez-y, votre art est magnifique et c'est ce que vous servez aux gens, ce qui servent aux gens dans ce film, la beauté, la poésie visuelle, c'est magnifique. J'en profite au passage, j'ai vu le film en 3D, c'est un petit peu une obligation. Si James Cameron me sort un film prévu pour être vu en 3D, je le vois en 3D. Pourtant, comme vous le savez sur la chaîne, je suis pas une fanatique de la 3D, c'est pas trop mon truc, déjà parce que j'ai des lunettes. Les gens qui ont des lunettes savent que c'est très galère d'avoir la superposition de deux verres. En plus, les lunettes 3D sont très lourdes, très grosses, elles pèsent sur tes lunettes à toi, elles te pèsent sur le nez. Enfin, c'est pas des grands moments, on va dire, de confort inouï, les séances en 3D, et là, je n'ai rien senti. J'ai senti aucune gêne, aucune dégradation de couleur. Souvent la 3D ça dégrade la couleur parce qu'en fait les films ne sont pas forcément prévus pour être vus en 3D, on ajoute la 3D par derrière et le fait d'avoir un double filtre au niveau des lunettes que tu portes dans le film, ça dégrade la couleur et on a des couleurs qui sont foncées et là on sent que le film est 100% pensé pour être vu en 3D, ça ne dégrade absolument pas la couleur, les couleurs sont inouïes avec ou sans la lunette 3D, donc c'est tellement bien pensé, c'est génial et puis surtout je n'ai absolument pas remarqué
la mocheté de la 3D, je sais pas comment vous dire ça. J'ai senti la 3D, j'ai senti le côté immersif. Alors je suis allée dans la grande salle, Dolby machin bidule, avec les sièges qui se couchent et tout, hein. Je suis allée au max du max possible. Et la 3D est superbe. Du coup, petite déception, je suis allée voir le film en VO, il y avait donc des sous-titres français. Et il faut reconnaître que les sous-titres cassent un peu la beauté de l'image. Alors je préférais aller le voir en VO pour un premier visionnage, mais je pense que si j'y retourne, je le verrai en VF pour ne pas avoir les sous-titres qui gâchent l'harmonie visuelle, l'harmonie, on va dire, de couleurs et l'harmonie de déplacement de la 3D, si vous voulez, avec des sous-titres, parce qu'il faut reconnaître que les sous-titres sont un peu invasifs dans les portions 3D, parce qu'en fait ça fait une couche de 3D qui se rajoute par rapport à la 3D qui est déjà intégrée dans le film, et c'est un peu gênant je trouve, mais franchement la 3D est super méga propre, zéro migraine, zéro moment où je me suis dit, où j'ai eu envie d'enlever mes lunettes et où je voyais aucun résultat. Je suis tellement pas sortie du film de tout mon visionnage, enfin j'ai passé 3h12 100% immergée dans le film, y a rien qui m'en a fait sortir à part ces petits moments où j'ai senti les effets spéciaux et je suis même pas sortie de l'intrigue, c'est juste mon cerveau m'a dit ah oui c'est vrai c'est des effets spéciaux. La 3D est vraiment super méga clean. Alors on n'est pas non plus comme au Futuroscope, hein. Je les vois déjà les commentaires, oui j'ai pas vu la méduse me surfer sur le front, c'est pas non plus le Futuroscope, on se détend, c'est de la 3D immersive, c'est-à-dire que t'as une profondeur de champ, c'est pas vraiment le truc vient vers toi, c'est plus que t'as une profondeur de champ, c'est-à-dire que t'as pas seulement un écran, t'as plus de profondeur dans ce que tu regardes. La méduse de Eiwa va pas venir vous surfer dessus. On se détend le string. Voilà, je préfère prévenir que guérir parce qu'il y a beaucoup de gens, quand on dit qu'un film est bien en 3D, ils viennent enquiquiner en s'attendant à une attraction de parc. C'est pas un parc d'attractions, c'est ton cinéma. Tout n'est pas possible les enfants. Un jour peut-être, et vous inquiétez pas, si c'est possible, James Cameron le fera. Autre point que je voulais aborder avec vous, la cohérence visuelle de l'univers. Je l'avais déjà dit dans ma première vidéo sur Avatar, l'univers et la création de l'univers de Pandora leur a demandé énormément de travail et d'efforts puisqu'ils ont travaillé avec des zoologistes, des biozoologistes, également avec des gens pour développer la langue des Na'vi, pour développer tout le côté social de ce peuple, etc., lui donner une vraie identité, une vraie culture. Et là, je trouve que la cohérence d'univers est vraiment bien respectée, que ce soit visuellement ou au niveau de la construction, de l'histoire et de la mythologie qu'ils ont créée autour de Pandora. On ajoute vraiment tout un pan d'univers puisqu'on rajoute tout l'aspect marin avec de toutes nouvelles créatures qui sont choupi-choupinoutes. Ils ont des petits moments un petit peu Pokémon, quand même un petit peu plus que dans le premier je trouve. Ils sont un peu plus couillou avec des petits couinements mignons que t'as envie de les mettre dans tes Pokéballs. Pour l'ambiance, c'est aussi normal que l'ambiance de la forêt soit plus hostile que l'ambiance marine, surtout que dans l'ambiance marine, on a des peuples qui vivent vraiment en communion avec les espèces marines, alors que dans l'ambiance de la forêt, il y a plus un relationnel de respect mais de peur et de tension entre les espèces, donc c'est aussi normal que les populations d'animaux locaux ne vivent pas du tout de la même façon, et c'est là que tout ce qui est développé autour des Tulkun est super intéressant. J'ai adoré la mythologie autour des Tulkun, j'ai trouvé ça fascinant. Au début, j'étais un peu perdue quand la créature est apparue pour la première fois. Quand tu comprends le processus, et quand t'as ce scientifique qui t'explique, ce mec... Bref, je vais pas vous en dire plus, mais c'est intelligent. Ça s'ajoute très bien au reste de l'univers, ça enrichit vraiment l'univers, et on a une cohérence visuelle qui se tient avec toujours les petits points bleus, avec toujours ces mêmes ambiances, ces moments de découverte, et ça fait super plaisir parce que j'ai vraiment eu l'impression de connaître plus, de visiter plus Pandora en fait. J'ai vraiment eu l'impression d'aller découvrir et m'immerger dans une autre zone de la même planète. Je me suis pas sentie télescopée ailleurs et j'ai pas senti une redite par rapport à ce que je connais déjà, à part pour la scène de poursuite qui ressemble énormément à la scène de poursuite du chat dans la forêt qu'on a déjà eu, du miaou miaou à six papates là, qu'on a déjà eu dans le premier film, où là on a quand même un sentiment de redite et un sentiment de ressemblance. C'est franchement la seule scène qui je trouve a un sentiment de ressemblance avec le premier film, sinon pour le reste on complète l'univers en harmonie avec le premier film, mais sans redite et en apportant autre chose, un vrai enrichissement, et ça c'est super. Et en cela je trouve aussi que ce qui est apporté culturellement au niveau de la nouvelle population de Na'vi, donc la nouvelle sorte de Na'vi, je pense pas que ce soit une autre espèce, je sais pas si on parle des races pour les Na'vi, mais la nouvelle population de Na'vi qui nous est présentée, j'ai trouvé que toutes les différences physiques étaient super intelligentes, super mignonnes, l'aspect adaptation, etc. C'est intelligent, c'est vraiment intelligent dans la façon de se développer, et leurs cultures sont tellement différentes. Même ils le disent quand ils échangent entre eux, entre les Na'vi des forêts et les Na'vi de la mer, quand ils échangent, c'est bien fait, il y a une cohérence culturelle, biologique même, je dirais, de cet univers que je trouve, et visuel, surtout visuel, la cohérence visuelle, elle est parfaite du début à la fin, vraiment ça se tient super bien, les espèces de poissons volants, le fait qu'on continue à faire le Tsaheilu, donc le lien, mais d'une autre façon avec les espèces, etc. Enfin bref, j'ai trouvé ça très très bon boulot. Sur le visuel, c'était déjà le point fort du premier film, ça reste l'énorme point fort de ce second film. Je n'attendais pas moins, je n'ai point été déçue, et j'ai même été agréablement surprise par moments.
On passe à la musique. Alors je suis contente parce que la musique est la même sans être la même. C'est un peu ce que je vous ai dit par rapport à l'enrichissement de l'univers de Pandora. On garde des thèmes musicaux qu'on connaît déjà, notamment le thème de la menace, qui est un petit peu remixé mais qui continue d'apparaître et que je trouve très intéressant. Et on ajoute de nouveaux thèmes et de nouvelles musiques, toujours composées par la même personne. Les musiques sont toujours aussi excellentes, immersives. Il y a une identité musicale qui est associée à Pandora que je trouve intelligent d'avoir su garder et qui se détache de tous les autres films. Si tu me fais écouter cette bande originale, je saurais que c'est une bande originale de film Avatar, je saurais que c'est la bande originale de Pandora parce qu'elle a une identité pandoraesque, on va dire ça comme ça. Vraiment, il y a une identité musicale qui se dégage du film, je trouve que ces nouvelles musiques qui sont ajoutées sont intéressantes. Elles ont un côté effectivement plus... Je sais pas comment dire, les musiques associées à la forêt avec un côté un petit peu mystérieux et les moments où t'es dans les montagnes, Alléluia, avaient un côté très grandiose. Là on a un côté un petit peu plus... Il y a une autre identité musicale. Tout en restant dans le même univers musical, ils ont réussi à trouver une façon de nous transmettre le fait que nous ne sommes ni dans la forêt ni dans les montagnes, nous sommes à la mer et l'océan a sa propre connotation musicale et j'ai trouvé ça très subtil, très doux, mais réel et tu le ressens surtout quand on passe de la forêt à l'espace de l'océan, quand on les suit vers l'océan, tu ressens vraiment cette transition musicale qui est subtile mais qui est intéressante et qui là aussi démontre d'une grande réflexion dans la réalisation du film. Avant de passer à la suite et tant qu'on est sur les bandes sonores, j'aimerais évoquer un point que je n'ai pas du tout relevé dans ma critique parce que pour le coup je trouvais pas que c'était ouvert à polémique potentielle mais j'ai vu qu'on en parlait beaucoup sur les réseaux, le fait que le film soit entièrement ou quasi entièrement en anglais, c'est-à-dire que les Na'vi parlent anglais durant la grande partie du film. C'est intelligemment introduit dans le film selon moi, puisqu'en fait, à un moment, Jake dit qu'il a tellement l'habitude d'écouter le Na'vi que pour lui, c'est devenu comme sa langue maternelle qui est l'anglais. Et à partir de ce moment-là, tous les Na'vi se mettent à parler anglais. C'est vraiment pour simplifier la compréhension. Alors, je peux comprendre que certains soient déçus, mais on connaît le public américain, on sait que le public américain ne supporte pas de lire des sous-titres. Or, ce film est quand même et avant tout, à la base, adressé au public américain. Peut-être qu'il y aura une piste Na'vi dans les versions qui seront proposées en DVD. J'avoue que j'en doute, ça sera intéressant, mais je pense pas qu'ils ont entièrement refait le film en Na'vi. Mais en tout cas, j'ai vu que ça posait problème, alors que pour le coup, c'est très très bien introduit. C'est vraiment dit dans le film. Il y a vraiment un trick qu'ils ont utilisé scénaristiquement pour entièrement mettre le film en VO, enfin en version anglaise si vous voulez. Donc voilà, je voulais juste revenir dessus. Personnellement, je l'ai pas du tout relevé dans le film, mais ça a posé beaucoup de problèmes sur les réseaux. Parlons maintenant du rythme. Le film dure 3h12, je ne me suis pas ennuyée, je n'ai pas pensé à autre chose, je n'ai pas regardé ailleurs de toute la durée du film. J'étais imite du début à la fin, la répartition du rythme, la transition entre des phases d'action, des phases de découverte de nouveaux paysages, de nouvelles créatures, de nouvelles cultures, de nouveaux personnages, des phases plus d'émotion, de relations entre les personnages, que ce soit des relations dans la famille de Jake Sully, dans la famille de Sully, ou des relations avec les autres intervenants, que ce soit les intervenants qu'on connaissait déjà d'avant, que ce soit les intervenants hostiles, que ce soit les intervenants qu'on rencontre au sein du peuple de la mer, je trouve qu'il y a un équilibre entre toutes ces phases qui fait qu'on ne se lasse pas. On n'a pas des moments qui sont trop longs où on se lasse. L'alternance entre les différentes phases d'action, de menace, de stress, de découverte, d'échange, d'émotion est très très bonne. Alors au début ça speed un peu, soyons honnêtes. Le début speed un peu parce qu'ils essayent déjà de nous contextualiser ce qui s'est passé durant les 10 ans qui vont s'écouler entre le premier film et les actions du deuxième film. Donc on a d'abord un truc qui se passe directement après le premier film, puis ensuite une transition qui est un peu abrupte, mais bon il n'y a pas 36 000 façons de le faire non plus. Puis ensuite on contextualise rapidement comment ils vivent à ce moment-là 10 ans après, pour ensuite respeeder un peu pour passer aux passes maritimes. Le début est un peu speed, il faut suivre, il faut s'accrocher, il faut bien maîtriser le premier film sinon larguer à mort. Enfin non, il y a quand même des explications mais ils te prennent pas non plus par la main. Donc si tu te souviens pas du premier film et que tu vas en mode YOLO, tu recalcules les navis, les mâches, ça y est on a déjà vachement avancé dans l'histoire. Mais je trouve quand même que c'est très accessible, de toute façon je doute que les gens aillent voir le deuxième sans avoir vu le premier, surtout qu'il est ressorti en septembre, donc de ce côté là il y a pas de souci. Je pense que du coup de ce fait là c'était aussi intelligent de le ressortir en septembre. Alors les gens ont dit que c'était pour le fric, c'est probablement pour le fric, mais c'est aussi utile pour les gens qui voulaient un petit peu se rafraîchir la mémoire 13 ans après, ceux qui l'avaient vu par exemple que au cinéma, qui l'ont pas revu depuis. Je pense que c'est quand même important et intéressant d'avoir revu le premier film récemment pour bien s'immerger dès le début du film dans la nouvelle action et dans les nouvelles choses qui se déroulent, parce que le début est un peu speed, mais après le début un peu speed, on prend vraiment le temps, on développe les relations entre les personnages, on développe l'aspect découverte, on développe le nouvel environnement qu'on connaît, les cultures, les coutumes, les chants, etc. On prend le temps, mais on a aussi des phases d'action qui sont speed, qui sont des phases d'action à la James Cameron, quoi. Il a réussi à nous caser des trains qui déraillent, par exemple, c'est James Cameron. Et donc il y a des phases
James Cameronesque, bien d'action, bien de combat, mais mêlé intelligemment à de l'émotion, à de la découverte, à aussi un petit côté un petit peu contemplatif, oserais-je dire. C'est temps de parler du scénario. Le scénario, c'était déjà le point, on va dire, discutable du premier film. Le premier film avait une histoire relativement basique, en tout cas inspirée de contes relativement basiques, et une histoire que l'on connaît tous. Ces histoires de conflits entre deux peuples qui n'ont pas forcément pris le temps ou pris assez le temps de se connaître et qui se battent pour des ressources. Ce sont des histoires centenaires, voire millénaires, qui prennent racine dans notre propre histoire en tant qu'espèce humaine, qui était ici projetée en mode science-fiction sur une autre planète. Ça avait été énormément comparé à l'histoire de Pocahontas, mais ça peut être comparé à bien d'autres histoires ou récits de type initiatique. C'est vraiment un concept simple et connu de tous. Et c'était un petit peu ce sur quoi se basaient la plupart des détracteurs du premier film pour dire ouais c'est du vu et revu, c'est juste ils ont mis des personnages en bleu mais c'est pareil. Évidemment ça va bien au-delà de ça, mais je vais pas revenir sur le sujet. Le problème, c'est de faire une suite à ce premier scénario relativement classique et connu, une suite qui soit cohérente, qui soit pas non plus surcomplexifiée pour essayer de dire regardez on a compensé par rapport au premier film, mais une suite qui ne soit pas non plus une redite avec par exemple l'héritier qui lui aussi fait son trajet initiatique, qui lui aussi se retrouve opposé à, etc. Je trouve qu'en ça, le scénario de cette suite est intéressant, il développe de nouvelles thématiques, notamment les thématiques de la famille, des liens du sang, des liens culturels, de la découverte mais d'une autre manière, des préjugés également, préjugés qui avaient été abordés de façon plus abrupte dans le premier film puisqu'on opposait deux espèces différentes. Là, on est au sein d'une même espèce, les Na'vi, on a quand même des préjugés, on a aussi toute la découverte d'une culture et on a toujours évidemment la dimension écologique, la valorisation de la nature en tant que déesse qui est Eywa, qui unit tous les peuples de cette planète sur un espace qui est complètement interconnecté, dont tous ces peuples sont supposés être interconnectés. Là, on a un message qui était déjà présent dans le premier film et qui va être développé dans ce second film. On a toujours les thématiques de l'exploitation des ressources, l'usage de la violence d'une manière générale, donc au niveau des thèmes et des messages, on ne change pas beaucoup, hormis la dimension familiale qui est apportée, qui n'était pas du tout abordée dans le premier film et qui là est très importante, voire centrale, surtout pour l'émotionnalité et le développement des personnages. Mais il faut le dire, en tout cas personnellement c'est ce que j'ai ressenti, le scénario est assez imparfait. Du moins il est tout aussi imparfait que celui du premier film. En plus d'être un peu speedé au début, il y a des moments qui sont un petit peu téléphonés, il y a aussi des moments qui sont un peu faciles, voire même prévisibles, et la fin elle-même, tu vois venir les actions. En fait tu n'es pas surpris, je n'ai pas été surprise dans l'histoire, mais c'est ce sur quoi j'ai réfléchi ces derniers jours, est-ce que j'avais vraiment envie d'être surprise en allant voir et en redécouvrant ces personnages? Je ne crois pas en fait. Je pense que cette histoire a rempli mes attentes dans le sens où elle est toujours aussi simple et efficace que la première. La complexité du film et sa richesse vient de son univers, vient de l'émotionnalité de son personnage, vient de sa technique, vient de son visuel et pas de son scénario. Ça ne venait pas de son scénario dans le premier film, ça ne vient pas de son scénario dans le second film, parce que cette saga de films n'a pas cela pour objectif. Et c'est pas ce qu'il recherche. Et c'est pas grave. Comme pour le premier film, le scénario peut être simple, mais le film peut être très bon. C'est simple, mais ça marche, c'est efficace, ça crée de l'émotionnalité. J'ai versé ma petite larmichette, j'ai trouvé ça touchant, et j'ai trouvé que l'apport de développement autour de la thématique de la famille m'a personnellement beaucoup touchée. Dans le premier film, l'accroche émotionnelle, c'était surtout pour la planète en elle-même et pour l'univers dont je suis tombée amoureuse. Là, j'ai commencé à m'attacher aux personnages en eux-mêmes. Je trouve que le développement du personnage de Neytiri est fascinant et très intéressant. Ils font des choix qui sont audacieux et qui sont très intéressants. Le personnage de Jake, son aspect démuni, beaucoup plus que dans le premier film, est là aussi très intéressant. La façon dont la paternité le fait évoluer, c'est fascinant. Leurs différents enfants sont eux aussi tous très intéressants. Et l'un d'eux, je trouve, est particulièrement mystérieux et j'ai juste trop hâte de voir le prochain film pour en savoir plus. Parce qu'on a posé des questions qui cette fois-ci sont laissées en suspens. Dans le premier film, on n'était pas sûr de pouvoir faire une suite, donc on a clôturé de façon à ce que s'il n'y a pas de suite, ben il n'y a pas de suite. Là on sent qu'ils savent qu'ils ont du backup derrière, qu'ils vont continuer, parce qu'ils posent des questions, ils donnent pas la réponse, et tu vas vivre avec pendant les 2 prochaines années. Mais ce que je trouve le plus touchant au final dans ce scénario, c'est qu'il est très imparfait, mais en cela il est très humain. Je trouve qu'on sent volonté de bien faire, presque naïve, presque touchante dans la façon dont est conçu le scénario et dans la façon dont sont regardés et développés les personnages. Il y a quelque chose d'un peu innocent, comme si on racontait un conte en fait. Il y a quelque chose de presque enfantin dans certaines approches, et je dis pas ça parce que là, la famille de Jake et les enfants de Jake sont évoqués, je dis ça parce que tu le ressentais déjà un peu dans le premier film, mais là ils ont vraiment creusé une sorte d'innocence
qui est développée dans la façon dont c'est écrit que je trouve presque touchante. J'ai presque l'impression de voir la personne qui a conçu essayer de faire de son mieux pour que ce soit compliqué mais pas trop, pour aborder les thématiques qui lui tient à cœur, mais pour qu'il y ait quand même de l'action. Enfin je sais pas comment dire, je trouve qu'il y a quelque chose d'un petit peu maladroit, mais maladroit touchant. Le film est pas parfait, le scénario est pas parfait, le scénario n'est pas parfait. Je pense qu'on peut même dire qu'il est inabouti dans le sens où il manque peut-être de professionnalisme ou d'une certaine profondeur ou d'une réflexion plus haute. Enfin c'est sûr qu'il va pas très loin, il est très basique, très innocent, très naïf, on va dire. Mais il a pas pour but d'être parfait. Il y a quelque chose de pas prétentieux dans la façon dont est écrit l'histoire, alors que dans le visuel, ça peut être très grandiose, il y a quelque chose de très prétentieux dans le développement visuel, mais il y a quelque chose de touchant, de maladroit et de presque innocent dans cette histoire et sa simplicité. C'est une histoire d'une famille qui se bat pour protéger son monde, pour être comprise, pour être intégrée, qui se serre les coudes. C'est beau! C'est beau dans sa simplicité et ça m'a touchée personnellement. Et est-ce qu'on avait besoin finalement que le scénario soit beaucoup plus complexe que dans le 1 ? Et bien moi je vous dis non. Alors oui, c'est imparfait, je suis sûre qu'une fois encore, comme pour le premier film, c'est sur ce point-là que les reproches vont se centrer pour ce film, mais je pense qu'il faut se décentrer par rapport à nos attentes, ou les attentes que vous pourriez avoir vis-à-vis du scénario, et voir aussi l'aspect innocent, naïf, mais réel et humain qu'il y a dans la simplicité. Donc si je fais le bilan, personnellement, ça a plus que rempli mes attentes. Honnêtement, sur les derniers jours, j'ai eu peur que ce soit mauvais. Depuis le début, je fais 100% de confiance à James Cameron. Je sais que c'est quelqu'un qui ne se permet pas l'erreur à lui-même. Alors, il a fait des films, son premier film sur les piranhas, c'était pas ouf, mais c'est son premier film, donc voilà. Mais c'est connu, c'est quelqu'un qui est extrêmement exigeant sur les tournages, qui est extrêmement exigeant avec lui-même, avec ses équipes. Ça fait des années qu'il développe ce second opus. Il le sait bien mieux que nous, qu'il n'a pas droit à l'erreur. Ne serait-ce que le budget qui a été investi, tout ce que je vous ai dit au début sur le fait que le film soit rentable, etc. Mais au-delà de faire confiance au créateur qui est James Cameron, les derniers jours, quand même, je me suis dit, mais et si c'était nul ? Et si ça avait perdu l'âme du premier film ? Dans les années 2000, on avait un contexte cinématographique et un contexte une façon d'aborder les thématiques qui était très différente d'aujourd'hui, qui était beaucoup moins tranchée, qui était beaucoup plus nuancée. Et j'ai vraiment eu peur que ce film d'aujourd'hui soit trop nourri de ce qu'on peut avoir aujourd'hui de très clivant dans l'ambiance artistique et dans l'ambiance sociale. J'avais vraiment peur de ça, parce qu'en plus, il aborde des thématiques, l'écologie, le conflit entre les autochtones et les envahisseurs. Et j'ai trouvé qu'ils ont quand même réussi à garder... Alors, le film est engagé, mais comme le premier l'était, sans trop. J'ai trouvé qu'ils ont réussi à garder une poésie, qu'ils ont réussi à prolonger leur univers sans le trahir. C'est pas facile en fait. Ça te saute aux yeux quand ce n'est pas fait et ça te paraît choquant quand on trahit l'univers original, et c'est normal. Moi quand j'avais vu, j'en sais rien, le premier exemple qui me vient à l'esprit c'est Esther 2, ça m'a paru tellement choquant par rapport au premier film que j'avais adoré qu'on ait trahi l'univers, mais il faut aussi savoir souligner à quel point il est difficile de ne pas trahir un univers et de rester dans la droite ligne de ce qu'avait déjà développé le premier opus, et je trouve qu'en ça le film a réussi. J'ai passé littéralement 3h20 assise dans un siège sans sentir le temps passer, j'ai voyagé, j'ai vécu, j'ai pleuré, j'ai été touchée, j'ai souri, j'ai nagé, je nage jamais et j'ai nagé. J'ai vécu quelque chose et c'est pour ça que je vais au cinéma, pour vivre des émotions, pour vivre des aventures, pour vivre au-delà de ma propre vie, 1000 autres vies, et c'est ce que m'a offert ce film et je remercie James Cameron. C'est une réussite parce que c'est beau, parce que ça fait suite au premier. Je ne suis pas sûre que ça égalera le premier parce que le premier est maintenant symbolique, il est rentré dans la légende d'une certaine manière et c'est difficile d'égaler la légende, mais il fait suite sans trahir le premier. Il n'a pas égalé la légende, mais il a apporté autre chose, il a nourri la fan que j'étais. C'est pour ça que dans mon avis à chaud, je vous ai dit qu'il y avait un aspect fanfiction. C'est pas du tout défavorable la façon dont je l'ai dit. Il y a un aspect fanfiction parce qu'on dirait vraiment un fan qui rend hommage à l'univers. En fait, James Cameron a rendu hommage à son propre univers et ça c'est le défi de toute suite et je trouve que là c'est super bien fait. Donc est-ce que je vous recommande ce film ? Mais évidemment que je vous recommande ce film. Si vous pouvez aller le voir en 3D, voyez-le en 3D. N'hésitez pas à revoir le premier film avant, ne serait-ce que pour voir déjà l'évolution graphique qu'il y a eu entre les deux films, mais aussi pour être à fond dès le départ dans l'univers et pas être trop perdu parce que comme je vous l'ai dit au début ça va vite, mais allez-y, non franchement c'était bien, j'ai des choses à redire parce que comme le premier film, ce second a quelque chose d'imparfait, il a quelque chose d'humain, c'est humain, être imparfait c'est humain, et écoutez, James Cameron doit être quelqu'un de très humain parce que James Cameron réussit à nous faire des films qui se passent dans l'espace avec que de la technique et des machines et du numérique, mais où on sent la patte imparfaite mais touchante et innovante et émotionnelle et poétique de l'humain. Et ça messieurs dames, ça a le mérite de me faire déplacer dans une salle, ça a le mérite de m'y faire retourner parce que je compte le revoir, je compte même le voir en 4DX si c'est possible, histoire de voir un petit peu ce que ça donne. Je suis contente, je suis pas déçue et c'était trop bien.
à nuancer parce que j'ai vu sur Instagram que lors de la promotion du film au Japon, ils ont fait la promotion du film devant un spectacle de dauphins en captivité. Beaucoup de bonnes intentions dans le film, moins de bonnes intentions dans la vraie vie, comme on dit, ça fait un peu greenwashing. J'avais été touchée par la thématique dans le film et la poésie, la façon dont elle est abordée, et de voir ça, ça m'a un peu... Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo sur Avatar 2 jusqu'au bout. J'espère que cet avis plus construit, plus argumenté, plus profond d'une certaine manière vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez aimé cette vidéo, si vous êtes d'accord ou pas avec moi. Évidemment, on peut être en désaccord. Donc n'hésitez pas également à me dire ce que vous avez pensé du film, à revenir sur des points où nous serions en désaccord. C'est toujours super intéressant de vous lire et j'essaierai de vous répondre si je trouve le temps. Si vous avez aimé la vidéo et que vous voulez me soutenir dans ce que je fais, vous pouvez également mettre un petit like juste en dessous, ça me ferait très plaisir. Et vous abonner si ce n'est pas encore le cas et que vous voulez voir d'autres vidéos de ce style. Sur la chaîne, on traite principalement les sorties. Alors les vidéos sont toujours plutôt longues parce que j'aime argumenter, j'aime construire mon propos et j'aime essayer de vraiment vous transmettre ce que j'ai ressenti, ce que j'ai perçu dans un film. Donc les vidéos sont toujours plutôt longues et on parle de cinéma, de plateformes, de films comme de séries, etc. On suit aussi des séries en petits shorts, donc n'hésitez pas à activer la cloche pour être prévenu des sorties de posts communautaires, de shorts et de vidéos. Moi je ne vous embête pas plus, je suis ravie d'avoir échangé avec vous sur ce nouveau film que j'attendais intensément et dont je suis satisfaite. Honnêtement, il y avait beaucoup d'attentes parce qu'il y a beaucoup d'amour pour le premier film, mais je suis heureuse de vous dire que mes attentes ont été comblées. C'était bien, c'était bien, c'était bien, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bref, je me répète, je radote, je vous laisse ici, je vous souhaite dès à présent une très bonne journée, une très bonne semaine, de très bons visionnages. J'espère Avatar 2 et j'espère qu'il va vous plaire. Prenez soin de vous et nous on se dit à très vite. Je suis un avatar. C'est trop marrant. Je t'ai mis en bleu, je trouve. J'adore. Alors, on voit un peu mes oreilles sous mes autres oreilles. Mais sinon, c'est trop stylé. On peut cligner des yeux? Ah, on peut cligner comme ça? Ben, c'est pas mal du tout. Et bon, pour les mains, par contre, on fait comme on peut, hein. Je suis trop... Franchement, not bad en Avatar, hein. Humaine sur notre planète. Et le fait de nous dire, regardez, je vous le mets à l'image et ça vous touche, alors que ça se passe sur un endroit qui n'existe pas, qui est créé numériquement, peut-être que ça devrait aussi vous toucher dans la vraie vie. Ah oui, celui-là on peut. Ah, celui-là on peut pas. Bon, je vous remercie. Tu veux pas rentrer là? 48 minutes de rush, donc j'espère avoir réussi à cutter tout ça et que ça n'a pas été trop long pour vous. J'avais dit que je devais pas faire une vidéo trop longue. Parce que ce week-end, je suis pas chez moi. 48 minutes. Et là, c'est en train de durer encore plus. Oh là là, j'ai encore beaucoup de boulot. Je fais n'importe quoi. Vous avez aimé le truc d'Avatar du début? J'ai trop aimé. J'ai trouvé ça cool. Vu que je peux pas faire un maquillage d'Avatar, honnêtement, mes compétences vont pas jusqu'à réaliser un intégral de maquillage d'Avatar. Enfin, en fait, non, si, je pense que je pourrais essayer, mais j'ai pas le matériel, j'ai pas le temps. Ce soir, enfin aujourd'hui c'est mon anniversaire, donc ce soir c'est ma fête d'anniversaire, je pensais pas y aller en bleu, j'avoue, donc voilà, je m'abstiendrai de ce côté-là, mais j'espère quand même que vous avez apprécié cette petite introduction. Merci d'avoir regardé cette scène post-générique, ciao, bonne soirée. Je peux faire le...